de la Santé informe que 259 nouveaux cas ont été confirmés. Le total de malades est de 2124 en 2 jours. Le nombre de cas de Covid répertoriés par les autorités est de 540. C'est la première fois que les autorités sanitaires rapportent plus de 200 cas en 2 journées consécutives. Delma est toujours la commune la plus touchée avec 446 cas, suivi de Port-au-Prince avec 347 et Pétionville avec 169 de plus. Le ministère de la Santé fait état de 3 nouveaux décès, un dans l'ouest, un dans l'Artibonite et un dans le nord. Le nombre total de personnes décédées est de 44. Le nombre de cas suspects est de 5244 et 1395 personnes sont en quarantaine domiciliaire. N'oubliez pas que ces chiffres peuvent évoluer à tout moment. Le ministère de l'Intérieur et le parquet de la Croix-des-Bouquets se sont engagés à faire respecter le couvre-feu. Au cours du week-end écoulé, plusieurs descentes des lieux ont été effectuées dans des boîtes de nuit et dans des maisons closes qui ne respectent pas cette décision gouvernementale. Plus d'une douzaine de jeunes âgés de 15 à 20 ans ont été arrêtés samedi soir. Une initiative qui a toutefois soulevé la colère de plus d'un, notamment des petits marchands qui invitent les autorités à proposer des solutions mieux adaptées. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis et Guitry Choisy. Ce n'est pas le premier soir et loin d'être le dernier, le ministère de l'Intérieur s'engage à faire respecter le couvre-feu. Accompagné des différentes unités spécialisées de la PNH, un important dispositif est aux trousses des récalcitrants. Il est 10 h du soir et nous sommes à un club qui se situe dans la commune de Tabar. En plein fonctionnement, des agents de la PNH débarquent. Certains tentent de vider les lieux, mais bon nombre d'entre eux n'y parviennent pas. Des jeunes des deux sexes, âgés entre 15 et 20 ans, sont embarqués. À Croix-des-Bouquets, c'est la même réalité. Il est 11 h du soir et l'ambiance bat son plein dans certaines boîtes de nuit. À notre arrivée dans l'une d'entre elles, 5 jeunes garçons sont déjà sous la vigilance des forces de l'ordre. En sillonnant la zone, nous sommes tombés sur une maison close. Tous ceux qui fréquentent l'espace sont des adolescents. Déplorant cet état de fait, le commissaire de la Croix-des-Bouquets, Maxime Augustin, a pris une décision drastique. On est encore dans la commune de Ronicolin. À quelques mètres de la maison des prostituées, 7 citoyens, dont un vieillard de 65 ans, s'amusent au bord de la rue. Il est déjà 11 h 30 et ils se font arrêter. Le sexagénaire explique. Un autre aspect qui attire l'attention dans la violation du couvre-feu, ce sont les petits commerçants. Eux également sont dans la ligne de mire du ministre de l'Intérieur. Odin-Fils Bernadel a autorisé un déploiement samedi soir à Carrefour Marassa à l'entrée de la Croix-des-Bouquets. Ici, la situation n'est pas comme dans les clubs. Des marchands ont exprimé leur mécontentement par rapport à cette mesure. Si quelques-uns sont réticents, d'autres ont fait preuve de sagesse afin d'éviter une arrestation, comme ce quadragénaire responsable d'un jeu de hasard. Vu le nombre de gens qui sont constatés dans les rues à cet endroit, le ministre de l'Intérieur n'a eu d'autre choix que de les sensibiliser.
Aucune arrestation n'a eu lieu, mais le ministre considère cela comme un avertissement. Au-delà de 8 heures, 8 heures qui est passé là, on a supposé procéder non seulement à l'arrestation, pour nous avoir des masques et tout, surtout, et on a pris toutes mesures que nous avons supposé prendre. Donc c'est ça qui fait là, je suis obligé par là que nous dire ça. Moi personnellement, je ne vais pas me déplacer pour le ici. Je vais dire demain, si demain, pas demain, peut-être lundi, nous allons tourner là. Si nous tournons là, c'est le même spectacle que nous venons, on n'a pas obligé d'arrêter. Inévitablement. Si les autorités veulent contraindre les citoyens à respecter les mesures de protection, elles entendent aussi les accompagner, a encore le ministre Odin Fils-Bernadel. Des masques ont été distribués durant cette virée nocturne et la sensibilisation était au rendez-vous. Mais des récalcitrants, il y en aura toujours. Certains n'ont pas manqué de balancer des insultes à l'endroit du cortège. D'autres sont allés jusqu'à refuser les masques qui leur ont été offerts et ont préféré soumettre leurs revendications. Entre le respect du couvre-feu et la réalité, visiblement, les autorités haïtiennes ont beaucoup à faire. À l'arrivée du cortège, certains citoyens prennent la fuite, mais dès que le cortège part, la vie continue comme si de rien n'était. Depuis le lancement de cette opération par le ministère de l'Intérieur, plusieurs arrestations ont eu lieu, notamment à Delma, Pétionville, entre autres, selon le ministre. Ces citoyens arrêtés seront-ils sanctionnés selon ce qui est prévu dans le décret du 21 mai? C'est la question qui préoccupe plus d'un. Guy Trichoisi et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Des citoyens de la capitale ont exprimé leurs préoccupations par rapport à l'ouverture de la saison cyclonique. Certains estiment que les canaux non curés représentent un risque et d'autres ont fait part de leur inquiétude en s'appuyant sur des dégâts enregistrés lors des saisons précédentes. Au village Solidarité, au Bois de Chêne, entre autres, des interrogés tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités étatiques de prendre leurs responsabilités. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Cela ne date pas d'hier. Déjà 10 mois que les averses orageuses quotidiennes ont causé un glissement de terrain à la rue Bocard. Certains citoyens ont abandonné leur maison, d'autres ont tenté de construire un passage et continuent de vivre malgré la menace qui pèse sur eux. Habitant de cette zone depuis plus de 2 ans, ce quadragénaire ne cache pas sa frustration. Comment est arrivé ces tronçons route ça qui battent sur maquette là, c'est pendant un camion de l'eau passer et puis me côté à la fonderie tout. Pendant la fonderie, je dis un bagage pour l'État, t'as couru comme si m'ta dou couru faire presser avec ça parce que comment ça se fait? Ou après c'est une route, une machine à passer, le descendre là, ça veut dire que n'importe étranger n'importe pour te mourir là dans lui. Et mais il faut un paquet de temps. Un paquet de temps fait à forme d'ou bien, c'est démagogie au fait et puis après ça pour démontrer côté problème dans chita et puis il pas considéré et puis c'est que ça reste route là mais que ça l'en décréter la fallait tout et puis pas rien qui fait. Les visites de hauts fonctionnaires venus constater les dégâts se sont succédés sans que cela débouche sur rien de concret, ajoute-t-il. Moi pour un capital moun qui veut dire qui veut dire ministre vient chaque jour. Là moi ministre qui veut dire venir des officiels, en pile monde venir. Nous tous saisi parce que on bagage sérieux qu'a fait. Monsieur vient à grand matin, 7h monsieur rentre là, mes amis, donc c'est comme sérieux et puis c'est pourtant qui veut dire ça c'est pas grand rien que sécurité fait ça fait au fait nèg descend non tout et puis nèg retirer fatra qui prend un dit tout. Pour l'heure, la situation s'apparente à un casse-tête pour les riverains, particulièrement les enfants, pour sortir de leur maison. Chacun improvise sa solution, notamment en utilisant des échelles pour escalader les murs et fait montre de solidarité pour conjurer le sort. À présent, nous sommes au village Solidarité. Alors que la saison pluvieuse vient tout juste de commencer, les habitants de ce quartier vulnérable sont inquiets compte tenu des dégâts déjà causés par les averses qui s'abattent sur la capitale depuis plusieurs semaines. Plus de 6 ans depuis que ces riverains observent avec impuissance les murs de leur maison glisser doucement dans la rivière. Le tableau n'est guère différent de celui observé en plein cœur de la capitale, notamment près de la ravine Bois de Chêne. Les citoyens de ce secteur commencent à se montrer soucieux concernant la saison cyclonique qui débute ce lundi. Des tonnes d'alluvions et de détritus se mettent en mouvement chaque fois que des pluies diluviennes se déversent sur la zone.
et bon nombre de maisons sont construites dans le lit même ou au bord de la ravine Bois de Chêne. Il a il faut mettre comme si pas un portail. Parce que l'eau plein là, il y a net sur comme des bloquistes là, ou des cas vous jouez l'autre bois là pour là il y a bien net fatra de l'eau. Quand l'eau quand prend machine parfois, cochon qu'on a aller, tape machine yo tous les pas passer, l'eau bouteille à laver. Alors que les autorités ont procédé ce lundi au lancement de la saison cyclonique, la réalité parle d'elle-même dans la capitale. Des travaux non curés sont une source de grande préoccupation et nul n'est censé ignorer les dégâts qu'ils peuvent causer. Comme dit le président de la République, un problème identifié est à moitié résolu. Mais dans le cas des canaux, qu'est-ce qui explique le laxisme des autorités? Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis, Portrait des métropoles. Le débat sur la durée du mandat du président Jovenel Moïse est désormais lancé. Si pour certains, le mandat du chef de l'État prendra fin le 7 février 2021, d'autres pensent qu'il arrivera à échéance en 2022 selon la Constitution. Métropole a interrogé Maître Gédéon Jean du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, Paul Denis du parti INIFOS et Maître Reynold Georges, conseiller juridique du président de la République. Suivez ce dossier de Jean-Jules Desaugustes. Je dis à femme 3 ans, 3 mois à 11 jours sous pouvoir. Moi apprendre, moi comprendre, moi tendre, moi ouais et moi grandi. Le président Jovenel Moïse a fait cette déclaration le 18 mai dernier lors du 217e anniversaire du bicolore haïtien. Se rendait-il compte qu'il venait d'activer une bombe à retardement? Presque immédiatement, les leaders de l'opposition ont pris le contre-pied des déclarations du chef de l'État exigeant son départ du pouvoir le 7 février 2021. C'est le cas du responsable d'INIFOS, Paul Denis. Sur cette question, il est clair et critique ceux qui tentent d'interpréter la loi. Alors, Constitution, article 134.2 dit au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février 2016, là, je dis le président entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin. Il prête serment le 7 février, mais la Constitution dit son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. L'élection n'est pas faite en 2017, l'élection est faite en 2016. Les constitutions sont claires là-dedans. Moi, il y a de monde qui prétend dire que c'est avocat. Pour le leader d'INIFOS, la Constitution reste et demeure à la règle du jeu démocratique. Le président doit être en fonction immédiatement après validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. L'année de l'élection, c'est qui ça? C'est 2016, donc il est rentré le 7 février de l'année de l'élection. Il n'y a pas de discussion qui peut faire tout ça, pas d'interprétation. Il n'y a personne qui soit autorisé à interpréter la Constitution pour un point de vue bio. La Constitution est d'ordre public et d'application. Un avis que partage le directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droit. Bien qu'en dehors de la sphère politique, Maître Gédéon Jean, défenseur des droits humains, apporte une touche technique au débat. Il revient sur les 2 articles de la Constitution de 1987 amendés. Le premier alinéa de l'article 134 de la Constitution, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Le deuxième alinéa de l'article 134, au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin. Et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Est-ce que 5 ans qui constituent le mandat président, est-ce que les calendaires, c'est-à-dire jour pour jour, date pour date, qui ont échéance constitutionnelle-là bien située? C'est 7 février 2016, 7 février 2021, 7 février 2021, 7 février 2026. Tant qu'il y a beaucoup d'amendements, c'est comme ça là. Autre son de cloche, celui du conseiller en droit du président Jovenel Moïse qui dégaine ses arguments. Que dit la Constitution de 1987 amendée sur cette question selon Maître Reynold Georges? Il répond. Il dit clairement, le mandat présidentiel est de 5 ans. Donc ça c'est la lettre de la Constitution qui doit toujours prévaloir. Les membres de l'opposition qui, depuis le président prêté serment, il y a beaucoup de pour retirer le pouvoir à mauvais droit. Ils ont évoqué l'article 134-2 que ils ont manipulé alors que l'article 134-1 de la Constitution qui ne souffre d'aucune exception dit que le mandat du président est de 5 ans et le mandat l'a commencé après que les résultats électoraux finissent sortis le 7 février
Maître Reynold Georges remet en question la mauvaise foi de certains membres de l'opposition qui sont prêts à tout pour chasser le président de la République du Palais national. Mais envers et contre tout, le rendez-vous est fixé en 2022. Alors, vous parlez côté problème, c'est notre tête liée, il fait une petite tête, il comprend pour tromper le peuple là, et sinon, le président lui-même a été collé et serré avec la constitution pays, avec un mandat que le peuple a validé pour 5 ans pour faire ce pouvoir, et ces 5 ans l'a fait, il prêtait serment le 7 février 2017, 17 et 5, fait 22, alors le 7 février 2022, le président a remis le pouvoir, Dieu vous là. Alors que le pays continue de compter chaque jour de nouveaux cas de coronavirus, les leaders politiques déconnectés de cette réalité se préparent déjà aux joutes électorales. Les citoyens auront-ils seulement envie de se rendre aux urnes après le pic de l'épidémie? Dans un communiqué, le secrétariat général de l'Organisation des États-Unis, OEA, insiste sur le fait que la crise sanitaire actuelle devrait nous rappeler l'importance de renforcer les règles et les institutions démocratiques sans jamais en dévier. Comme le stipulent les textes fondateurs du système interaméricain, les gouvernements légitimes n'émanent que d'élections libres et régulières. Le processus électoral et la durée du mandat présidentiel résultent d'un calendrier antérieurement défini et prévu par la Constitution. En ce sens, le secrétaire général de l'OEA exhorte l'ensemble des forces politiques de la République d'Haïti à trouver un cadre de coopération en vue de se conformer à la lettre et à l'esprit de l'ordre constitutionnel en respectant le mandat présidentiel de 5 ans. Dans ce contexte, le mandat du président Jovenel Moïse arrivera à terme le 7 février 2022. Le secrétaire général de l'OEA annonce dans ce communiqué qu'il continuera à suivre de près l'évolution de la situation en Haïti. En parallèle, l'OEA demeure prête et disposée à travailler avec toutes les parties impliquées dans la recherche de la meilleure solution pour le peuple haïtien. L'attaque sur les habitants de Tokyo, survenue le 12 avril 2019, était l'œuvre d'un groupe armé qui opérait dans le quartier lui-même. C'est ce qu'ont révélé des rescapés à Radio-Télé Métropole. Lors d'une visite d'une équipe de Métropole sur les lieux du drame, 1 an après, les citoyens sont revenus non sans peine sur l'événement qui a coûté la vie à plusieurs d'entre eux et les a forcés à abandonner leur maison pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, la vie reprend timidement à Tokyo, quartier de La Saline, l'un des plus dangereux de Port-au-Prince. Les riverains se lancent dans des activités de nettoyage, particulièrement au niveau des ruelles Larac et Crétel. Suivez ce reportage d'Éloge Millefort et Paul Léel. Mbala, m'dehors, pas de rapport de Kounia même. Au petit peu que les mots à téléphone, ah, papa, pas entrer, non? Soit entrer, et mort. Domicilié depuis 32 ans dans le quartier de Tokyo, Gérard aura tout connu. La misère d'abord, mais également la violence au quotidien. Là, nous pouvons passer avec le monde qui nous va les balayer autour là où nous faisons. Soit tu fais cochon manger, et me dit fais ça. Nous sommes ici à l'arrière-cour de l'ancien ciné Airport. Sur ce site abandonné est établie une porcherie et le reste de l'espace est couvert de détritus et jonché d'ossements humains. Il s'agit en effet d'une catacombe jadis utilisée par les chefs de gang du quartier pour se débarrasser des corps de leurs victimes. Ça y est, ils ont kidnappé. Ils ont kidnappé. Ils ont les familles, les familles voyaient ensemble comme Bini. Petit Pablo. Petit Pablo à toute manière. Ils font famille ensemble comme Bini. Ils vont. Et puis tout, ils prennent comme ça, puis ils tirent mon nom là, la cochon manger. Tout en dedans là, tout en dedans fond là, c'est bon. Mais là, la sortie en pile, mon abonné vient de là, tout en dedans là, c'est bon. Cochon manger mon nom seulement. Le spectacle est pénible. Malgré qu'ils aient été chassés de la zone, l'action de ce groupe armé qui dominait Tokyo peut faire frémir.
kidnapping, vol, viol, assassinat entre autres. D'une ruelle à une autre, la cruauté de ces bandits n'épargnait personne. De cela témoignent des résidents. C'est l'âme faite même. Ça dit ça est l'âme faite et l'âme grandie. Quel âge vous avez? Actuellement, l'âme 39 ans. Je dis à la même 39 ans depuis que je fête dans la zone là. Ce qui veut dire, ouais là, premier ça n'est commencé là, c'est quand déjà que commencé à faire son petit nous. Là, commence à là en mois là, yo sorti pour venir fusiller nous. On obligé commencer à ranka comme nous. Il y a un camion diri, il y a un camion fait. Il y a terrorisé nous-mêmes. Il y a fait cardiaque sur moun, il y a ba moun balle, il y a fait tout le monde. Gouti malaise qui a monté là, Gouti malaise qui a monté là. Yo tire mais tête malaise là. Oui, faut caméra à la ruelle Larac, comme à la ruelle Crétel, l'assassinat d'une femme enceinte dont les os sont encore éparpillés ça et là devant chez elle est l'un des faits qui résume le mieux la terreur que les civils armés inspiraient à Tokyo. Plus d'un an après, des témoins nous reparlent de l'événement comme si c'était hier. On fait un set qui là. OK, on fait un set. Mais zoa. On fait un set qui là, comme Tokyo hein. Ouais. Comme Pablo. Voilà ça. Donald P pas voilà ça. Un crime odieux et les conséquences de la terreur des gangsters à Tokyo continuent d'empoisonner la vie de cette communauté. Vous commencez à prendre ça là? Oui. Depuis qu'il doit décamper. Âgé de 68 ans, cet artisan ferronnier n'est toujours pas parvenu à se remettre économiquement de la fermeture de son atelier de travail par les bandits. Et bien qu'ils aient repris du service, le sexagénaire reste dans l'angoisse et l'amertume. Des églises vandalisées, des maisons incendiées, des écoles pillées, de paisibles citoyens assassinés. Il était temps que la zone sorte de l'emprise de ces seigneurs de guerre, réjouissent des habitants de Tokyo. Ainsi dénonce-t-il le manque d'équilibre dont ont fait montre des organisations de protection des droits humains dans le traitement du dossier de l'incendie du dimanche 14 avril 2019. Qu'est-ce qui est qui toujours pas acquisé à partir de décédé moun mais si c'est pas moun ça les comme ça peuple Delma de t'a bien mourir ouais m'pas bon mentir ouais droit de l'homme non d'après ça m'apprendre c'est même on toujours prendre force ti on laisse ça pas problème non. Dans le quartier de Tokyo à la Saline, la violence et ses conséquences en disent long. Et maintenant que le calme est revenu, des riverains ont hâte de regagner leurs demeures respectives. Déjà, certains ont entamé des travaux de nettoyage. Après un an d'abandon forcé, les différents blocs avaient un grand besoin de renouveau. Mais cela ne s'annonce pas facile. Certes, les bourreaux ont été chassés du quartier, mais l'étendue des dégâts est considérable. Ses habitants lancent un appel à la solidarité. Premièrement, nous avons besoin de moyens de reconstruction. Ça veut dire que nous avons besoin de tôle, nous avons besoin de blocs, nous avons besoin de ciment, nous avons besoin de sable pour nous reconstruire. Parce que dans l'état que nous sommes pas capable. Deuxièmement, ça que nous avons demandé pour que la police prenne responsabilité. Parce que M. Sao qui prend responsabilité, faire ça pour nous, c'est le job la police fait. Oui. Parce que eux même c'est terroriste. Nous ne pouvons pas pour nous taper, ni tout pas faire pression sur nous pour nous taper. Au côté de Mbakache Djou, c'est eux même des fois qui comptent soutenir nous. Ce n'est donc pas sans raison que le quartier de Tokyo était réputé jusque-là comme l'un des plus dangereux de Port-au-Prince. L'incendie le 14 avril 2019, de nombreuses maisonnettes et l'assassinat de plusieurs personnes aura marqué la fin du règne de ce groupe armé qui a pendant longtemps imposé sa loi aux riverains de la zone. Mais ce calme reste précaire tant que les autorités ne s'impliquent pas pour le maintenir. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.